Ça fait quelques mois que j'avoue que je me suis lassé de suivre les nouveaux modèles d'IA. Entre Meta, OpenAI, Anthropic, à chaque annonce, c'est intéressant, mais j'avais la sensation qu'on atteignait une sorte de plateau. Rien de révolutionnaire. Et puis, il y a eu Deep Research d'OpenAI. C'est un mode spécifique dans ChatGPT où, au lieu de lui poser une question simple, vous pouvez lui demander une requête vraiment complexe. Et là, c'est magique. Plutôt que de répondre instantanément comme d'habitude, il boucle, il utilise des outils, il a accès à Internet, même pour lire des PDF ou des images. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis pris une claque monumentale. Et sans exagération, ma façon de travailler a complètement changé. Maintenant, je fais au moins 10 deep research par jour pour mes rapports, mes comparaisons avant d'acheter des choses tout le temps. Mais il y a un truc qui m'a obsédé, c'est qu'est-ce qui a changé techniquement dans ces modèles pour que ça marche aussi bien? Est-ce que c'est juste le modèle O3 avec une connexion Internet ou est-ce que ça va plus loin que ça? C'est en cherchant ces réponses que je suis tombé sur un benchmark. Il s'appelle Gaia. Et on a eu le privilège de recevoir ses créateurs. Ils vont nous expliquer ce graphique que vous voyez à l'écran, ce que les Thinking Models ont vraiment débloqué, mais surtout, et c'est moins connu, quelle est la sauce secrète d'OpenAI qui fait que Deep Research marche mieux que toute la concurrence. Mais juste avant, j'ai justement un message pour tous ceux qui aimeraient utiliser les meilleurs modèles d'IA, mais qui trouvent que l'addition commence à être salée. Notre partenaire Mammouth AI propose une interface unique qui les rassemble tous. Et quand je dis tous, je parle du nouveau Claude Sonnet 4, Gemini 2.5 Pro, DeepSeek, mais aussi les nouveaux modèles d'images comme GPT Images, Flux Context ou Midjourney. Donc plus jamais peur de rater un truc, car ils mettent constamment cette liste à jour avec les nouveautés. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on parle du prix. Car tout ça, vous l'avez pour 10 € par mois. Ça paraît fou quand on sait que l'abonnement à ChatGPT seul coûte 20 $. Et vous pourrez même utiliser le chat vocal de ChatGPT ou accéder à Perplexity Deep Research. Je vous mets le lien en description et on reprend. Vous, c'était quoi votre cheminement pour arriver à Gaia justement? À la base, c'est Thomas Wolfe de Hugging Face, Thomas Yalom de Meta, qui sont potes, en gros, et qui ont organisé un déjeuner dans Paris, dans un italien, et où Thomas Yalom t'a ramené, et Thomas Wolfe m'a ramené. Moi, à l'époque, je travaillais sur de l'évaluation, et vous bossiez sur les prémices des agents, parce que c'est 2013 quand même, donc ça n'existait pas du tout. Et donc, la question s'est faite de comment est-ce qu'on va s'assurer qu'on peut dire ça va être un bon agent. D'ailleurs, le papier parle d'assistant et pas d'agent à l'époque. Et ça va pas être un bon agent/assistant. C'était quoi vos premières intuitions avant de vous lancer dans ce projet-là? À la base, la question qui s'est posée sur Gaia, c'est comment est-ce qu'on mesure des capacités dont on n'est pas encore sûr qu'elles auront lieu et qu'elles seront possibles. Et on savait qu'on voulait une évaluation qui soit quelque chose de difficile pour les modèles. Et la grande question qu'on s'est posée sur les premiers mois de brainstorming autour de Gaia, c'était comment est-ce qu'on crée des tâches pour des assistants, ancrés dans le réel, qui vont être utiles à des gens. Mais à l'époque, c'était plus de la lecture sur Internet que de l'écriture pour faire des rapports et autres. Et comment est-ce qu'on mesurait la complexité? Notre vision à l'époque, c'était plus tu dois suivre un grand nombre d'étapes, plus tu dois utiliser un grand nombre d'outils, plus c'est complexe. Par exemple, lire un PDF, c'est un outil. Interpréter sur une image, c'est un outil. Chercher sur Internet, c'est un outil. En gros, les questions de niveau 1, c'était les questions qui allaient être faciles à débloquer dans l'année. C'était des questions qui nécessitaient très peu d'outils, très peu d'étapes. À l'inverse, les questions de niveau 3, on est entre 15 et 40 étapes. Ça donnait quoi au début, en fait, quand vous avez essayé vos modèles sur Gaia? On testait les questions sur les modèles qui étaient disponibles à l'époque. Et donc, il y avait globalement que ChatGPT qui était facilement accessible. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles, mais à ce moment-là, OpenAI avait tenté une expérience où il y avait un App Store de tools que tu pouvais connecter à ChatGPT, mais en vérité, il y avait peu de ces tools marchaient vraiment. Donc, ce que je faisais, c'est que je sélectionnais à la main ceux dont je pensais qui correspondaient à peu près à la question, ce qui est déjà une aide énorme pour le modèle. Et c'était très mauvais. Les modèles, en moyenne, ne faisaient que quelques pourcents, moins de 10% en tout cas de succès. Et pour donner un exemple de quelles sont ces tâches justement difficiles que tu leur demandais, on a fait quelques traductions. Donc, par exemple, calculer le pourcentage de matière grasse dans une glace. Et donc ça, c'est une question de niveau 2. Et donc pour donner la traduction, c'est si cette pinte entière est composée de crème glacée, de combien de pourcents est-elle supérieure ou inférieure aux normes fédérales américaines en matière de teneur en matière grasse? Là, on comprend intuitivement il va y avoir besoin d'un peu de temps, quoi. Ce qu'il faut préciser sur la question de niveau 2, c'est qu'on fournit une pièce jointe. Donc il y avait déjà la lecture de l'image, extraire l'information
du bon endroit de l'image, aller faire la recherche des standards fédéraux. Il me semble qu'on contrôle la question avec Wikipédia. Donc aller récupérer l'information, comparer les deux, sortir un score. Ça fait en gros 8 étapes à peu près. Ça. Là, niveau 3, on passe un cap. Donc l'astronaute de la NASA, là je vous fais la traduction, dans l'image astronomique du jour de la NASA du 21 janvier 2006. Donc là, tu la donnes pas l'image. Non. Il doit la trouver tout seul. Tout à fait. 2 astronautes sont visibles, dont l'un semble beaucoup plus petit que l'autre. En août 2023, parmi les astronautes du groupe de la NASA auquel appartenait l'astronaute le plus petit, donc là déjà moi je dois me concentrer, lequel a passé le moins de temps dans l'espace et combien de minutes a passé l'astronaute le plus petit dans l'espace? Et ça, pour répondre à cette question, il faut combien d'étapes? Une vingtaine d'étapes, je dirais. Une vingtaine d'étapes, et puis peut-être quelque chose qui est plus parlant que le nombre d'étapes, c'est aussi, et une mesure qu'on commence à utiliser de plus en plus avec les agences, c'est le temps en fait, qu'un humain mettrait pour faire cette tâche. Je pense qu'on a été un des premiers papiers à dire combien de temps prenaient nos tâches en moyenne, et je pense que ça, c'est quelques minutes, quelques dizaines de minutes, peut-être 20 minutes, tu arrives à la bonne réponse. Mais après, on a des questions qui sont un peu plus tricky. Par exemple, tu as une question sur The Office, et où il faut trouver le bureau de The Office, la version anglaise et pas américaine, sur Google Maps, et indiquer, je crois, le nombre de plots de couleur jaune devant à une date donnée sur Google Maps. Tu vois, en Street View, par exemple. Ouais, donc là, on n'est plus dans 2 minutes. Là, ça prend plus de temps. Ça prendrait faut un que peu tu ailles plus de temps. compter les plots, etc. Au moment où vous publiez le papier, les premiers modèles, vous les testez vous-même au sein du papier et ils sont catastrophiques. Et tant mieux, c'est-à-dire que vous avez un bon benchmark justement, parce qu'il va permettre de mesurer la progression. Et derrière, l'intérêt, c'est que ça crée une carotte en fait, c'est un peu ça. Toutes les prochaines entreprises vont avoir envie de se battre pour augmenter les pourcents sur Gaia par exemple. C'est ça qui s'est passé typiquement? C'est ce qu'on veut qu'il se passe. Et en gros, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on voit au fil du temps, c'est qu'au début, on avait très peu de soumissions pendant la première année. Et là, en début d'année, on a juste augmenté le nombre de soumissions. On le voit sur ces figures-là. Vraiment, sur le trimestre de l'année, on a 4 ou 5 fois toutes les soumissions qu'on a eues avant. Et ça, c'est très intéressant, rien qu'à voir la shape de la courbe. On comprend que cette impression qu'on peut avoir un peu de l'extérieur, que depuis un an, ça bouge plus trop, en fait, c'est absolument pas vrai. Et je trouve que justement, voir les exemples, ça permet de comprendre qu'est-ce qui a changé justement. Avant d'expliquer qui gagne et pourquoi, est-ce qu'on peut expliquer c'était quoi, avant Gaia, les benchmarks qui existaient? Parce que là, le fait que ça commence à 10%, pour ceux qui ont peut-être regardé régulièrement les benchmarks, ça peut étonner. On voyait beaucoup, que ce soit Google ou Anthropic, ou OpenAI ou Facebook, ou Meta, publier leurs résultats sur des benchmarks qui arrivaient à des 90%, 80% de succès, ce qui impressionne évidemment. Mais est-ce que c'est bien déjà? C'est la première question. Et deuxièmement, pourquoi? La première chose, c'est historiquement, les premiers benchmarks qui sont sortis, c'était des benchmarks de connaissances. C'est-à-dire que tu allais payer des annotateurs un peu partout dans le monde et tu allais leur demander d'écrire des questions qui étaient inspirées de Wikipédia, etc. etc. Et c'était de la connaissance qui, à l'époque, beaucoup de ces benchmarks sont sortis entre 2017 et genre 2021, étaient durs à trouver avec les modèles de l'époque. Mais ce sont des benchmarks qui sont devenus extrêmement faciles au fur et à mesure que la capacité des modèles a augmenté. Ça, c'est un phénomène qu'on appelle la saturation. C'est-à-dire qu'au début, un benchmark est difficile. Il y a un moment où les capacités des modèles font que les questions deviennent très simples à résoudre. Et du coup, tout le monde atteint du 90% performance humaine. Et dans ce cas-là, le benchmark ne sert plus à rien parce que c'est comme évaluer un lycéen sur des problèmes de 6e. Et donc, typiquement, le fait que à cette époque-là, on voit des benchmarks qui font 90%, en réalité, c'est pas réjouissant, ça veut dire que on ne savait pas mesurer l'étape d'après, en fait. C'est un peu ça, en fait. Mais c'est parce que c'est très, très difficile de mesurer l'étape d'après. Mesurer l'étape d'après, ça veut dire que tu as déjà anticipé quelles sont les prochaines capacités qui vont être débloquées par les modèles, et c'est le truc cœur de l'évaluation. Ton évaluation, elle te sert en gros à 3 choses. Elle te sert à regarder où est-ce que tu en es maintenant dans les capacités, ce qui va permettre à toi de choisir le meilleur modèle pour ton cas d'usage, etc. Elle permet aux gens qui entraînent leur modèle de vérifier que leur méthode d'entraînement marche bien. Et après, elles nous permettent, à nous, chercheurs du domaine, de voir où est-ce qu'on va, en fait. Et là, on a des évaluations qui deviennent les étoiles polaires du domaine. Et tout le monde se regroupe autour de ça, et les gens, du coup, font consensus. C'est ce qui s'est passé pour MMLU, puis Math, puis Gaia, par exemple. Et moi, un truc je pense qu'il faut aborder, qui est vachement lié au benchmark, c'est justement parce qu'il y a un tel enjeu sur la criticité du benchmark et sur à quel point cette valeur, elle va influer des choix d'écosystèmes, des choix même d'industrie qui vont acheter ou pas. Ça fait qu'il y a des problèmes parfois de pollution. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi et c'est quoi les remèdes
Alors, ce que tu appelles la pollution, c'est ce que nous, on appelle la contamination. En fait, c'est quand... Je cherchais un truc. En fait, c'est quand tes données d'évaluation se retrouvent dans le corpus d'entraînement. C'est-à-dire que ton modèle, au lieu de te donner une réponse parce qu'il a réfléchi, etc., en fait, il te donne la réponse parce qu'il l'a apprise par cœur. Donc, la façon dont c'est géré à l'heure actuelle, c'est que tu peux faire des benchmarks qui s'actualisent au cours du temps. Donc, tu as par exemple Live Code Bench, c'est des problèmes qui sont récupérés d'Internet au fil du temps. Et donc, tu réévalues les modèles dessus. Et donc, tu sais que les scores sur les problèmes qui n'existaient pas quand le modèle était là sont des scores, entre guillemets, valides. Tu as des évaluations. AIME, par exemple, qui est les Olympiades américaines de mathématiques, qui sont renouvelées tous les ans et qui sont maintenant utilisées. Tu les vois citées dans tous les papiers académiques. Donc ça, c'est la première façon de faire. La deuxième façon de faire, c'est ce que nous, on a fait sur Gaïa, c'est tout bêtement de ne pas filer une partie des réponses, en fait. C'est-à-dire que si jamais une partie des réponses n'est pas publique, les gens ne peuvent pas tricher, très concrètement. Et en termes de cas de triche, contamination, tu as par exemple des boîtes qui, à une époque, sortaient leur score avec une méthodologie qui n'était pas la méthodologie de l'évaluation, ce qui leur permettait de reporter des scores qu'ils avaient complètement dopés, en fait, si tu veux. Mais indépendamment de ça, des cas de triche, nous, on en a eu sur le OpenLLM Leaderboard, qui était donc notre projet d'avant, où en fait, on avait des startups qui, du coup, avaient des rounds de financement qui dépendaient de leur score sur le leaderboard, tu vois. Mais en général, ils se faisaient épingler très, très vite par la communauté. Et sur Gaïa, on a un petit tiers, un quart des questions qui sont publiques, et on a tout le reste, c'est privé. Donc, on a, nous, les réponses, mais personne d'autre n'y a accès. Et en fait, c'est quand même assez coûteux, même en termes de budget, de refaire Gaïa. Il faut que tu ailles payer des annotateurs qui vont se faire tout le process, etc., etc. Donc, ce qu'on a eu comme tentative de triche, ça a commencé, je dirais, en février cette année. C'est des gens qui faisaient des soumissions bidons. Il y a eu une période où je me suis retrouvée à avoir le leaderboard, c'est moi qui gère le leaderboard du coup, qui était spammé à peu près toutes les minutes par des comptes qui n'existaient pas avant sur Hugging Face, qui soumettaient un fichier de résultats avec des réponses plus ou moins aléatoires, mais qui regardaient les évolutions de score. Parce qu'en fait, en soumettant des trucs aléatoires, t'as quand même une petite chance que sur un malentendu ça passe. Et donc si jamais sur fichier 1, en ayant ce set de réponses-là qui a été soumis, t'as plus 0,5 par rapport au fichier d'avant. Tu peux essayer de rétro-ingénierer exactement, le benchmark. Exactement. Et donc, on a eu des soumissions de certains labos qui ont eu lieu après que le leaderboard se soit un petit peu fait spammer. J'ai retiré peut-être 2 semaines de soumission du leaderboard en contactant les gens dont je savais qu'ils avaient fait des soumissions à peu près correctes, en disant, écoutez les gars, on est désolé, est-ce que vous pouvez renvoyer vos résultats ? On a retiré 2 semaines de spam. C'est intéressant. Parce que ça peut paraître entre guillemets puéril, mais comme tu l'as même mentionné, parfois il y a des enjeux énormes en fait corrélés. Énormes enjeux financiers, ouais. Sur le choix du modèle, mais j'avais pas pensé au levée de fonds, mais c'est évident que c'est encore plus gros comme carotte. Il y a un autre truc dont je veux parler, c'est que justement, il y a un peu toute une période où, soit parce que les benchmarks étaient saturés, ou parce qu'il y avait des sortes de triches ou des choses comme ça, mais où il y a beaucoup de monde qui a commencé à être blasé des benchmarks. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, les benchmarks, ça sert à rien. Ça permet pas de mesurer objectivement les modèles. La preuve, il y a plein de modèles qui cartonnent en benchmark. Et en réalité, à l'épreuve de l'intuition, justement, le vibe check, qui sont nuls. Donc la seule chose sur laquelle je peux me fier, c'est mon expérience personnelle. Mais en fait, ce qui est un peu déprimant, parce que j'ai pas envie d'utiliser mon intuition, j'ai envie d'avoir le meilleur modèle pour notre cas d'usage. Donc il y avait un côté un peu déprimant. Qu'est-ce que vous en pensez de cet avis-là ? C'est clairement quelque chose qui a eu lieu. Dans l'équipe, on gère l'évaluation et les leaderboards. Donc 2023, ça a été l'année des leaderboards. Tu as eu le OpenLLM Leaderboard, tu as eu la Chatbot Arena, qui est un endroit où les gens peuvent mettre des modèles en comparaison, poser une question aux deux, dire je préfère celui-là ou je préfère celui-ci, etc. On a eu beaucoup d'initiatives de ce style-là qui sont arrivées. 2024, ça a été l'année du vibe check. Nous, ça a été un peu compliqué à gérer. On a dû actualiser le leaderboard à plusieurs reprises parce que les gens ne faisaient plus confiance au score et disaient mais en fait c'est tellement facile de tricher. Donc c'est clairement quelque chose que nous, on a vécu. Donc t'es d'accord que ça a eu un peu clairement. lieu, cette perte de confiance en fait. Il y a eu une énorme saturation. En plus, on avait beaucoup de leaderboards qui sortaient, qui venaient de gens qui étaient plus ou moins de confiance, parce que si jamais tu sors un leaderboard et que tu sors ton modèle en même temps et que tu dis « Ah, mon modèle, il est le meilleur sur mon leaderboard, c'est fou !» Bizarre. C'est incroyable, tu vois. Ce que ça veut dire, c'est parce que là, tu as parlé de 2024, c'est que tu dirais que c'est moins le cas maintenant. Oui, 2025 est considéré un peu comme l'année des agents et évaluer un agent, ça pose plein de problématiques très différentes. Et c'est beaucoup plus difficile de tricher sur des évaluations d'agents parce que tu peux
générer tes questions de façon à ce qu'elles soient beaucoup plus dures à gamer, en fait. Et justement, la suite de l'histoire, c'est que ça a pris, doucement mais sûrement, comme on le voit sur le graphe. Est-ce que tu serais d'accord, Grégoire, pour qu'on reprenne un petit peu la chronologie Avec plaisir. et qu'on voit qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait cette courbe absolument hallucinante quand même en aussi peu de temps sur un GPT-4 qui sait pas faire 3 recherches Google, et là, les petites dingues à 80%. Je veux pas dire qu'ils plient votre benchmark, mais on commence à s'en rapprocher. Bah écoute, avec plaisir. Donc, je suis allé sur le leaderboard maintenu par Clémentine. J'ai récupéré à chaque instant, depuis qu'on a lancé le benchmark, quel était le meilleur score et quel était le LLM derrière ce meilleur score. Et j'ai tracé ça. Alors déjà, la première chose, quand on a lancé le benchmark en 2023, c'était une année où on disait, les LLM saturent, ChatGPT c'était très bien, mais le progrès ne fait que se réduire entre des versions différentes des LLM. Il va falloir faire autre chose que des transformers et des LLM. En fait, une première chose que ce graphique montre, c'est que quand tu mesures les bonnes choses, en tout cas d'autres choses que ce que les gens regardent, les choses ne saturent pas du tout, c'est-à-dire que la courbe ne s'aplatit pas. Là, le progrès, il y a des périodes où il est linéaire. Donc ça, c'est le premier truc un peu marquant. C'est pas les LLM qui saturent, c'est les benchmarks. Et donc on voit qu'en 1 an et demi, 2 ans, on est passé de 10% de succès sur Gaia à aujourd'hui jusqu'à 80% en moyenne. Il y a une deuxième information, c'est que tu vois que le progrès n'a pas été constant. Et notamment sur cette courbe, on voit qu'il y a 2 phases où on a une grosse accélération. Et ce qui est très drôle, c'est que ces 2 pentes, ces 2 phases d'accélération, elles correspondent à des trucs qui sont passés dans la communauté. Le premier, donc c'était début 2024, c'est quand les gens ont arrêté de faire comme moi et de poser des questions à ChatGPT en sélectionnant les tools, mais ont mis les LLM dans ce qu'on appelle des orchestrations, du scaffolding ou des agents. Il y a plein de termes qui sont en train de se consolider un peu, mais bon, à l'époque, ça partait un peu dans tous les sens. Mais ça consistait globalement à mettre ton LLM dans un prompt où on lui donne des tools et à appeler le LLM plusieurs fois jusqu'à ce que la tâche soit accomplie. Alors, soit parce que tu as décidé que le LLM serait appelé un nombre N de fois, 20 fois, soit le LLM peut aussi décider lui-même qu'il a répondu à la question. À l'époque, on voulait faire ça en partie parce qu'on pensait que ça allait résoudre des problèmes d'LLM. Les LLM ont des connaissances incomplètes, c'est pas grave, ils vont aller sur Internet, comme ça, ils auront la bonne réponse bien actualisée. Les LLM ne savent pas bien faire des additions, c'est pas grave, on va leur donner une calculatrice, comme ça, ils pourront avoir la bonne réponse. Mais en fait, ce dont je me rendais pas tout à fait compte, en tout cas moi à l'époque, je le dis honnêtement, c'est que certes, tu peux combler des défauts des LLM, mais en fait, tu élargis énormément le spectre des tâches qu'un LLM peut faire, et tu passes vraiment d'un chat modèle à un agent. Mais on voit que c'est pas parfait. Et donc on arrive à la suite de la courbe, on a des progrès, et puis assez rapidement, on arrive à un plateau. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui se passe? Les LLM, leur donner des tools, leur faire faire des raisonnements et des actions sur plusieurs étapes, c'était des choses qu'ils avaient un peu vues, mais pas trop. Lui, ce qu'il sait faire, c'est comme tu dis, générer des poèmes, générer des articles de blog. Exactement. Alors, avec le prompting, il se ramène à des choses qu'il a peut-être vues dans son corpus d'entraînement. Donc peut-être que dans le corpus d'entraînement, enfin même sans doute, il y avait du code, il y avait peut-être des raisonnements, des trajectoires, mais c'est pas quelque chose sur lequel les gens appuyaient beaucoup en développement des LLM en 2023. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Tu l'entraînes. Et donc, moi je pense que c'est une partie de ce qui explique la deuxième explosion, c'est que les gens, les développeurs de modèles, ont commencé à réentraîner les LLM sur les trajectoires qu'ils produisaient avec ces orchestrations-là. On pourrait rentrer dans les détails, mais en fait, tu peux faire des tests et des évaluations sur les modèles où tu vois très bien que oui, ils ont vu des données agents. Donc, ce que tu veux dire, c'est que peut-être que le premier bump, là, ce qu'on a fait, c'est que parmi les 100 tentatives pour résoudre ton benchmark, on a pris les seuls 15 qui marchaient bien, mais on s'en est servi comme nouvelle donnée d'entraînement pour que le LLM ait un peu plus vu des choses similaires, c'est ça? Tu te bootstrap. Et puis après, quand tu l'entraînes, la prochaine fois, il peut aller un peu plus loin. Donc tu peux le réentraîner, etc., etc. Ça paraît évident quand tu le dis, mais... non, en fait, c'est aussi la beauté de la recherche, c'est que une fois que tu as trouvé le truc qui marche, ça a l'air évident, mais en vérité, quand tu es dedans et quand tu es avant, ça n'était pas évident du tout. Quand on a fait Gaia, on cherchait des questions difficiles, et donc on est arrivé à Gaia parce qu'on savait que c'était des choses que les LLM n'avaient pas mémorisées, qu'il fallait Internet, etc. Ouais, la vision agent, elle n'était pas encore tout à fait complète à l'époque. Et typiquement, à ce moment-là, on commence aussi à entendre parler des fameux modèles de raisonnement. Ouais. Pareil, pour quelqu'un qui n'a pas forcément suivi, qui a entendu parler de O3, les DeepSeek, évidemment, DeepSeek R1 que tout le monde connaîtra. C'est quoi cette histoire de raisonnement et pourquoi ça peut aider? Quand on a commencé à voir des modèles de raisonnement, on l'expliquait de la façon suivante, c'est des modèles qui réfléchissent avant de parler, qui vont faire des calculs en interne pour se donner un peu plus de chances d'arriver à la bonne réponse avant de te donner toi la réponse finale.
Donc ça, qualitativement, ça correspond à peu près à ce qui est fait. Fondamentalement, quand tu poses une question à ton modèle, ton LLM répond en général instantanément. Il est entraîné pour te donner directement la réponse. Mais tu peux aussi avoir envie de mettre un peu plus de compute dans ton modèle, lui donner un peu de temps pour qu'il fasse des calculs, pour arriver à cette bonne réponse. Le raisonnement, ça englobe beaucoup de techniques différentes. Une technique très simple, c'est d'appeler 32 fois le modèle sur la même question. Et au lieu de retourner la première réponse, tu retournes la réponse la plus courte. La moyenne, ça s'appelle majority weighting. Ah oui, non, la plus fréquente. Tu échanges de l'énergie, enfin de la puissance de calcul, contre un résultat plus sûr du coup. Exactement. Est-ce que tu penses que ça a pu participer, sur le cas de Gaïa, au fait que les performances grimpent aussi? Ouais, sans doute. Pourquoi? Parce que ce que j'ai fait sur mon graphique, c'est que j'ai aussi, à chaque score, j'ai associé un modèle qui était derrière l'orchestration. Au début du graphe, tu vois que c'est toujours GPT-4, hein, le moteur. GPT-4, Turbo, GPT-4o. Et puis, au moment de l'inflexion, c'est aussi le moment où O1, le modèle de reasoning d'OpenAI, est release, donc je sais pas, septembre, octobre, novembre 2024. Tu vois que dans les modèles qui prennent le state of the art, qui ont le meilleur score, on commence à voir des reasoning models. Donc tu as O1, tu as aussi des modèles de la boîte concurrente, Anthropic, qui intègrent un peu de reasoning. Et donc, empiriquement, effectivement, on a l'impression que, parce que l'explosion coïncide avec la release de O1 et des modèles reasoning, et parce que dans les meilleurs modèles, on voit des modèles reasoning, on peut penser que c'est la deuxième partie de la réponse de ce deuxième boom. Moi, j'ai l'impression, il y a un truc dont je voudrais parler après, c'est que dans cette trajectoire, tu nous as expliqué, il y avait des orchestrateurs au début qui avaient un côté très très manuel, c'est-à-dire qu'il y a un florilège d'outils et de tout un écosystème qui s'est créé autour à la fois de l'inférence, le fait de faire marcher des modèles, mais même de leur orchestration, justement. Ouais. Et très souvent, c'est assez fascinant parce que, je ne veux pas dire qu'on met la charrue avant les bœufs, mais c'est-à-dire qu'on construit des usines à gaz, parfois, sur des modèles qui deviennent un peu obsolètes de temps en temps, dès que le modèle suivant arrive. Mais c'est pas grave, c'est intéressant. Mais dans les exemples que j'ai en tête, il y a des Crow AI ou des choses comme ça, où c'est une magnifique machine, hein, mais le truc, c'est un bordel avec des équipes de multi-agents qui discutent entre eux, etc. Ouais. Et j'ai l'impression que là, très récemment, là, on est en train d'arriver, on l'a vu, à des très bons scores sur Gaïa, que les tout derniers modèles, ceux qui sont vraiment tout en haut de la courbe, justement, c'est des systèmes où il y a moins cette orchestration manuelle, justement. Et si j'ai bien compris, c'est entre autres grâce au reinforcement learning. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que cette histoire de reinforcement learning et pourquoi ça arrive maintenant et pas avant? Il y a deux parties à ta question. Ma vision de la recherche sur l'LLM et l'IA en général, c'est que tu dois en permanence trouver le point d'équilibre entre tu vois, le contraindre trop et l'empêcher de faire ce qu'il sait bien faire et l'aider. Et donc, par exemple, quand tu veux apprendre à un modèle à être bon sur une certaine tâche, tu vas avoir envie de modifier l'architecture du modèle pour que ça corresponde parfaitement à ton problème. Par exemple, quand on travaillait sur les problèmes de sciences et de molécules, on avait tendance à intégrer des connaissances physiques dans l'architecture pour aider le modèle. Tu vois. Et ça, quand tu n'as pas beaucoup de données et que ton modèle n'est pas terrible, ça l'aide énormément. Puis après, plus tu progresses dans le domaine et plus tu acquiers des données, plus tu te rends compte qu'en fait, en enlevant une par une ces petites béquilles, ton modèle devient meilleur. Mais tout l'art, c'est de savoir quand les enlever. Et donc, pour moi, l'orchestration, le scaffolding, ça rentre potentiellement dans cette catégorie-là de techniques où, au début, tu dois aider un peu le modèle pour avancer dans ta recherche, pour commencer à créer des données qui vont améliorer ton modèle. Puis en fait, une fois que ton modèle a suffisamment progressé, tu te rends compte que revenir à un truc simple, ça aide le modèle. Ça l'aide parce que le modèle apprend très bien tout seul une fois qu'il a beaucoup de données. Ça aide aussi parce que, et il faut être aussi humble, ça, tu t'enlèves des facteurs d'erreur. Plus tu aides le modèle, plus tu as des chances de faire des petites bêtises dans ton code ou ailleurs. Donc simplifier les choses, ça t'enlève des chances de faire des erreurs. Tout comme, mettons, tu avais écrit un prompt qui marchait super bien avec un ancien modèle. On le disait, à l'époque, c'était dans les conseils qu'il fallait être super précis, donner énormément d'informations, de détails, de conseils au modèle pour obtenir le meilleur résultat. Et aujourd'hui, ce que je trouve intéressant, c'est quand on regarde les posts d'annonces, les blog posts, etc., ou les documents techniques des entreprises qui sont les plus à la pointe, il y a récemment plutôt des instructions de dire non, mais en fait, tentez de simplifier justement vos prompts. C'est-à-dire que ce prompt que tu as écrit il y a 2 ans, hyper poussé, hyper avancé, essaye de le simplifier, de donner moins de béquilles, de le laisser plus libre, entre guillemets, justement. Et en fait, vous pourriez être surpris. Parce que le modèle a progressé depuis quoi. Ouais, exactement. Ça, c'était la première partie de ma réponse. La première partie de la réponse, c'est ça. Ensuite, il y a le reinforcement learning. Alors malheureusement, je ne vais pas avoir toutes les réponses pour toi parce que je ne les ai pas toutes moi-même. C'est des questions de recherche en cours ouverte et puis il y en a d'autres que je ne peux pas te donner. Mais
En fait, il y a une façon assez naturelle d'aborder la chose, c'est que comme les modèles deviennent de plus en plus forts, il y a un moment où, en fait, pour beaucoup de tâches, ils deviennent meilleurs que des humains. On utilisait beaucoup des annotateurs pour entraîner les modèles. Donc, par exemple, il y a 2-3 ans, on utilisait des annotateurs pour créer des petites tâches, pour apprendre au modèle à suivre des instructions, à traduire des textes, des poèmes, etc. Ensuite, on a fait du RLHF, où, comme écrire un poème, c'est quand même un peu compliqué, on demandait aux annotateurs de choisir entre 2 poèmes. Bon, bah, aujourd'hui, quand tu veux annoter pour une tâche agent, c'est compliqué, ça coûte cher, parce que qu'est-ce qu'il faut faire? Tu prends une question Gaïa. Est-ce que tu vas demander à un annotateur d'écrire toute la trajectoire, étape par étape, avec le contenu de ce que le LLM est censé mettre dans l'outil, et puis le retour de l'outil? C'est compliqué. Est-ce que tu vas demander à l'annotateur de préférer 2 trajectoires? Ouais, mais sauf que comparer 2 trajectoires, c'est quand même pas facile non plus. Donc en fait, il y a une alternative qui émerge, c'est que tu peux aussi laisser le modèle trouver sa propre solution. Tu prends une question et une réponse, un peu comme Gaïa en fait, parce que les questions de Gaïa, elles sont toutes vérifiables. Tu laisses le LLM jouer, tenter plusieurs fois de trouver la bonne réponse. Et puis, quand tu as quelques trajectoires qui sont tombées sur la bonne réponse, étant donné la complexité de la question, tu peux te dire la trajectoire, moralement, elle doit être correcte, quoi, elle doit être intéressante. Et donc, tu la gardes et tu peux utiliser comme data d'entraînement. En fait, tu le laisses lui-même tester et voilà, se balader jusqu'à ce que ça marche, quoi. Exactement. Et parfois, tu es surpris parce que tu trouves parfois des trajectoires assez dingues que LLM a trouvé par lui-même, que ton annotateur aurait jamais fait. C'est un truc qui était, je pense, à l'époque, pas si évident que ça. Nos annotateurs ont eu beaucoup de mal. Je pense qu'à l'époque, on travaillait avec le CEO de la boîte. Je pense qu'il nous détestait. Parce qu'en fait, on leur faisait reprendre les questions plusieurs fois jusqu'à ce que 2-3 personnes, parfois 4 pour les plus durs, tombent toutes sur la même réponse. Donc, en fait, une fois que tu as ça, bon, bah, tu as ramené un problème de la vie réelle, plus ou moins, parce que même les questions de Gaïa sont parfois un peu non naturelles, mais un truc que tu arrives à vérifier. Et donc là, tu peux appliquer des approches du style essayer plusieurs fois jusqu'à ce que ton modèle réussisse. Et typiquement, de ce que j'ai compris, c'est plutôt récent. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est un sujet plutôt chaud dans toutes les équipes les plus à la pointe. Et je sais notamment que chez OpenAI, la fameuse fonctionnalité dont j'ai parlé, Deep Research, c'est O3, donc leur modèle de raisonnement, qu'ils ont justement fine-tuné avec du reinforcement learning sur des tâches relativement complexes d'exploration d'Internet. C'est un truc dont les résultats sont clairement visibles dès maintenant. Justement, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à ces 80% à peu près. Est-ce que ça vous fait flipper votre benchmark? Est-il bientôt saturé ou pas? Le niveau 1, oui, clairement. Le niveau 2, on n'est pas très loin. Le niveau 3, par contre, on n'est qu'à 60%. Et on a commencé à atteindre un petit plateau sur le niveau 3. Je pense que les questions du niveau 3 sont suffisamment difficiles pour qu'on n'ait pas encore à l'heure actuelle la gamme d'outils qui permet de les accomplir vraiment efficacement. Donc le niveau 3 va encore tenir 6 mois, j'espère. J'espère. Ok. Voilà. Non, ça veut dire que c'est intéressant. C'est qu'on est plutôt en fin du cycle de vie, a priori. Gaïa, clairement. De Gaïa. Et alors la question c'est quoi les benchmarks d'après qui vont mesurer justement ces modèles qui savent faire du Gaïa? Et justement, est-ce qu'ils existent ces benchmarks déjà? Il y a une partie des benchmarks qui existent à l'heure actuelle. Typiquement, BrowseComp, par exemple, qui a été sorti par OpenAI, c'est une version 2 de Gaïa. Eux, au lieu de demander à leurs annotateurs de réfléchir à leurs questions étape par étape et de rajouter des étapes de complexité, ils sont partis dans l'autre sens. Ils ont dit, si on veut que la réponse, ce soit ça, comment est-ce qu'on doit écrire la question pour qu'elle soit suffisamment compliquée pour nécessiter un grand nombre d'étapes? Par exemple, si tu veux arriver à le papier machin, comment est-ce que tu décomposes l'identité de cet objet pour que ce soit dur à trouver? Par exemple, le premier auteur a fait telle université, le 4e auteur a fait telle autre université et a habité là pendant ses études, et le papier a été soumis à telle conférence. Et donc, en partant de la fin, entre guillemets, ils ont construit des questions qui ont une complexité qui est similaire à celle de Gaïa. Le petit problème de ce benchmark-là, c'est qu'ils n'ont pas de garantie de solution unique. Ah oui. Parce qu'après, ils ont mesuré le temps que prenaient des annotateurs à accomplir les questions. Dans quelque chose comme 70 ou 80% des cas, les annotateurs abandonnent après 2 heures. Donc, ils n'ont pas de garantie. Quel psychopathe. Continuez. C'est exactement ça. En fait, ils n'ont pas de garantie que l'espace des solutions soit unique. Alors que Gaïa, nous, on sait de façon certaine que toutes nos questions sont faisables par des humains. Mais leurs questions sont globalement, je pense, plus complexes. Gaïa, il y a aussi le fait que Gaïa, c'est l'Internet de 2023 qui a un petit peu changé. On a essayé de se focaliser à l'époque sur des sources qui changeraient peu dans le temps.
Wikipédia, les sites de recherche académique, etc. Mais il y a quand même probablement des références qui sont cassées. BrowseComp, ils sont sortis il y a quelques mois. Et donc BrowseComp, c'est un bon Gaia V1.5, quoi, concrètement. C'est un peu le même type de question, ça demande aussi un certain nombre d'étapes de raisonnement, un peu plus de recherche et je dirais un petit peu moins d'outils de ce que j'ai pu voir, mais globalement on est sur vraiment la ligne philosophique de Gaia. Et Ok, donc ça c'est BrowseComp du coup. Exactement. Et là on est sur des benchmarks qui sont des benchmarks en lecture du monde. Donc c'est des benchmarks qui vont chercher de l'information et qui te donnent une réponse globalement unique. Après, tu as des benchmarks qui existent aussi, qui sont des benchmarks pour des tâches d'assistant scientifique. Et ça, c'est un peu la version 2 des benchmarks de code. Un benchmark de code, tu demandes à un modèle de générer du code. Si jamais le code passe des tests informatiques, en fait, c'est bon. Si jamais ça ne passe pas les tests informatiques, c'est pas bon. La version suivante, c'est est-ce que des modèles peuvent résoudre des tâches scientifiques pour toi ? Il y a 3 benchmarks qui sont assez chouettes là-dedans. T'en as un qui s'appelle Dapstep, c'est de l'analyse de données. C'est-à-dire que tu files tout un ensemble de jeux de données structurés et tu demandes au modèle de faire de l'analyse vraiment précise. Donc par exemple, tu lui donnes un CSV de 50 gigas d'une entreprise ou des documents financiers, des trucs. Ouais, c'est exactement ça. Et tu poses une question ultra sombre. Il y a littéralement des questions du genre, sur le vendeur machin, si jamais ils avaient passé leur cote de telle valeur à telle valeur, de combien est-ce que les taux de change auraient changé en 2023 ? À partir de cet XL de X 1000 lignes. Et là, tu as besoin de 15 étapes, de faire des requêtes très complexes, SQL ou des choses comme ça. C'est ça. Déjà, c'est génial parce que justement, quand on fait la comparaison entre peut-être des vieux benchmarks et des trucs comme ça, franchement, avoir des LLM qui connaissent Wikipédia par cœur, si, c'est sympa, mais dans la vraie vie, en fait, un peu tout le monde s'en fout, quoi. Alors que là, c'est génial parce que c'est des usages réels. Ouais. Et on va pouvoir mesurer très concrètement la productivité, en fait. C'est comment ces modèles vont vraiment être utilisés. C'est génial. Oui, et Donc, c'est assez intéressant parce que ce que tu pointes, c'est aussi un gros changement de paradigme dans le monde de l'évaluation. Avant, on disait, pour évaluer les capacités d'un modèle, on va évaluer les capacités de connaissance. Donc MMLU, c'était de la connaissance. Et après, tu as eu des gros benchmarks comme GPQA ou HLE. HLE, c'est Humanities Last Exam. C'est des questions ultra pointues, niveau thèse, en linguistique, en bio, en chimie. Je veux dire, c'est horrible. Tu lis la question, tu comprends pas 50% des mots. Tant que tu en parles, je propose qu'on aille regarder le site, justement, parce qu'il est assez rigolo. Ouais, carrément. Justement, pour donner... Regardez les questions, elles sont... Mais voilà, elles sont incroyables. Ouais, Celle celle-là, c'est ma préférée. Elle est géniale. Voici une représentation d'une inscription romaine initialement découverte sur une pierre tombale. Fournissez une traduction du texte en palmyrénien, la translittération est fournie. Et la question d'à côté est incroyable. Celle-là, je n'ai rien compris à la traduction, c'est... Les colibris de l'ordre des apodiformes ont une caractéristique unique. Ils possèdent un os ovale bilatéral, un sésamoïde situé dans la partie codolatérale de l'aponévrose croisée élargie de l'insertion du muscle dépresseur de la queue. Combien de tendons appariés sont soutenus par cet os sésamoïde ? Et c'est pour ça que ça s'appelle Humanities Last Exam, c'est que... Après celui-là, exactement. tu as fini le game normalement. Non mais c'est ça. Mais c'est intéressant parce que là, ça mesure pas la même chose en fait. Ouais, et ça, ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est des questions de connaissance. Et le gros problème de ce genre d'éval, c'est que c'est invérifiable par un humain normal. Personne ne peut valider la bonne réponse, mis à part le mec expert en colibri ou en linguistique qui a soumis la question. Ouais. Et du coup, ça donne des benchmarks qui mesurent des choses impossibles à valider par l'humain, ce qui est un problème. Parce qu'en fait, on veut valider au fur et à mesure, on veut pouvoir avoir confiance en le système, en fait, si tu veux. Et ensuite, ça mesure des choses dont tout le monde se fout. Est-ce que, pour faire l'avocat du diable, Vas-y. Est-ce que justement sur Humanities Last Exam, ouais. Là, les questions qu'on a vues, tu pourrais te dire, ok, il y a une personne qui peut le faire de tête éventuellement, ce truc-là. Oui. Mais une autre manière de craquer le problème, qui est peut-être encore plus probable, c'est qu'en fait, tu as un excellent outil de recherche approfondie. Exactement. Et que tu vas pouvoir aller très loin, trouver la documentation de la traduction de cette langue obscure, scanner la page avec de la vision, et trouver des détails. Mais c'est exactement ça le point. En fait, c'est que du coup, avant, les gens mesuraient de la connaissance pure. Et maintenant, on est en train de transitionner. Parce que mesurer de la connaissance pure, si jamais tu y as accès via un outil super puissant, ça te dit pas grand-chose. Ce que tu veux, c'est mesurer vraiment de la complexité dans le raisonnement sur des tâches réelles qui vont être utiles aux humains. Donc c'est précisément là qu'on transitionne de benchmark de connaissances à la GPQA, c'est la même chose mais pour des questions de thèse en maths, physique, bio, ou à la Humanities Last Exam, vers du
Gaia, du dubstep, t'as Scicode, c'est des problématiques logicielles, Paperbench, c'est OpenAI. Il file un papier et le LLM doit générer le code de machine learning qui prouve ce qui est expliqué dans le papier scientifique. Et c'est décomposé en plein de petites étapes, etc. Il y a pas mal de benchmarks qui mesurent en fait ce genre de choses appliquées à des problèmes qui vont être utiles pour des vrais gens, en fait. Il y a un autre truc que les gens font, c'est l'évaluation synthétique sur leurs propres données. Nous, on a un truc qui s'appelle YourBench, par exemple, et ça prend des LLM qui vont extraire des questions et des données. Tu files tes données à toi, ça te génère un benchmark qui est de la question-réponse sur le type de données, toi, qui t'intéresse. Ça peut être du légal, ça peut être du médical, ça peut être ce que tu veux. Et donc, tu as ton benchmark qui te permet de juger les qualités des modèles sur ton cas d'usage. Par exemple, si jamais tu veux savoir quel est le meilleur modèle pour t'aider à écrire des requêtes SQL, tu peux prendre la doc de SQL, te faire un benchmark à partir de ça, qui va être sur les questions qui, toi, t'intéressent, et après, tester les 10 top modèles du moment et voir lequel fonctionne mieux pour toi. Ça, c'est vraiment intéressant parce que, effectivement, c'est un conseil que j'ai déjà entendu que à la fin, le mieux, c'est ton propre benchmark. Et l'avantage, c'est que là, pour le coup, c'est des données qui vont pas leaker publiquement. Tu les maîtrises, tu sais que c'est pas bullshit. Tout à fait. Et ça peut aussi te permettre de gagner du temps en faisant un premier jeu d'évaluation. Tu le fais valider par tes experts en interne et ça te fait après, du coup, ton petit jeu en interne que tu réutiliseras jusqu'à ce que les modèles soient suffisamment bons, que ta mini-éval soit saturée aussi. Et tu recommences, tu vois. Très cool. On a parlé des successeurs de Gaia. Est-ce que vous bossez sur des trucs? Sur la suite? Moi, pareil, je peux pas vraiment en parler, mais... Pardon, encore une fois, on développe des modèles, et quand tu développes des modèles, tu dois avoir une boussole, et si tu n'as pas de boussole, tu ne peux rien faire. Donc, c'est des questions qu'on se pose. Peut-être qu'on peut dire que ça fait 6 mois qu'on fait une collaboration, et que peut-être que c'est très très lié au thème qu'on vient de voir, et que si jamais un jour ça sort, peut-être qu'on en reparlerait. Peut-être qu'on en reparlera, exactement. Si ça vous a intéressé, je vous conseille vivement notre interview d'une chercheuse en IA qui nous a présenté une question assez peu abordée et pourtant préoccupante de l'auto-empoisonnement des IA et de ce qui pourrait arriver dans quelques années. C'était dans cette vidéo.